Bonjour et bienvenue dans Son Titre 404, un podcast qui donne la parole aux jeunes travailleuses de l'art. Ici, on explore les pratiques, les thématiques et les réalités du milieu à travers des échanges sincères et décomplexés. L'idée, c'est de partager des expériences, de poser des questions qu'on se pose tous et de rendre ce monde un petit peu moins opaque. Donc si vous êtes artiste, curieux, curieuse ou que vous cherchez à mieux comprendre ce milieu, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Morgane Jouvencel et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode enregistré en janvier 2025 avec Eva Georgi, une artiste plasticienne basée à Bordeaux. Bonne écoute à tous. Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Oui, alors j'ai une pratique d'art visuel. J'ai pas forcément de médium défini, mais c'est plutôt des sujets qui vont m'intéresser. Souvent, c'est comment on va se mettre en lien avec le vivant. Beaucoup aussi au niveau de la représentation, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de représentations qui sont très dictées par des codes très très marqués, comme la représentation scientifique ou la manière aussi qu'on a eu dans notre société de vraiment considérer les autres êtres vivants comme des moyens de production ou comme des moyens d'utilisation à court terme. Il y a aussi tout un aspect religieux, on va dire plutôt ésotérique, qui est aussi en train de se développer dans ma pratique. Donc d'intégrer cette partie de ma personnalité à mon travail de manière beaucoup plus visible. Je fais des vidéos, des installs et de la performance, mais j'aime bien aussi parfois m'écarter un peu de ça. J'aime aussi beaucoup le collage papier parce que je viens de là. J'ai vraiment commencé la pratique artistique en piquant énormément de journaux, de livres, de choses comme ça, et finalement en assemblant des images. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment donné envie de faire une pratique artistique. Donc il y a toujours un peu, même si par exemple le collage papier c'est quelque chose qui est un petit peu éloigné de ma pratique plastique pour le moment, c'est quand même quelque chose qui est toujours dans la symbolique assez actif. En amont de notre entretien, je t'avais demandé si tu avais des idées de notions ou de choses que tu aurais aimé aborder pour ce podcast. Et du coup, on s'est arrêté sur la notion du vivant et ton rapport au vivant, justement. Je voulais que tu me dises, quand tu parles de vivant, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que le mot veut dire? Et aussi, qu'est-ce que tu inclus? Ça a été une de mes questions perso pendant longtemps. Parce que je trouve que, enfin voilà, cette vision de nature, culture, ça existe plus aujourd'hui, c'est complètement désuet. Et pour autant, le vivant, c'est quand même aussi une manière, j'ai l'impression, de considérer ce qui n'est pas humain. Parce que, bah, en effet, évidemment, on est aussi des êtres vivants, mais il y a, je pense, toute une partie de ce sujet-là, de comment nous, on est en tant que vivants, les humains, qui m'intéresse pas trop. C'est plutôt vraiment le lien entre, peut-être aussi, on pourrait dire, les non-parlants et les parlants, quoi. Il y a cette idée aussi de d'auto-représentation ou d'auto-choix qui est pas présente du côté de tout ce qui est animaux, végétaux et même monde minéral, qui m'intéresse beaucoup et m'interpelle, parce que justement, on peut, entre guillemets, leur faire dire n'importe quoi ou tout ce qu'on veut, et c'est ça aussi que je trouve assez riche, dans le sens où l'être humain, c'est pas du tout empêché de leur faire dire justement bien ce qu'ils voulaient, quoi. Ok. Tu dirais que ton approche, c'est d'exclure les parlants et d'inclure tout le reste, quoi. C'est ça. Ok. Ouais. T'aurais une expérience justement avec ces notions-là, avec le vivant, qui t'aurait marqué et qui t'influence encore aujourd'hui dans ton taf ou dans justement ton approche de l'art? Surtout des environnements, de manière générale. Ça va être plutôt des moments ou des processus qui vont pas forcément se cristalliser dans un moment particulier assez bref, mais plutôt des choses qui vont revenir de manière chronique, comme par exemple la présence de la figure de la rose. Dans une de mes premières résidences, quand j'étais à Chypre, il y avait vraiment cette figure qui revenait souvent et qui m'a vraiment interpellée, parce que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est une plante qui est historiquement très riche, et oui, où il y a beaucoup d'enjeux aussi symboliques, aussi religieux dans la religion orthodoxe, mais dans la religion chrétienne de manière générale. Et c'était super intéressant parce que j'ai eu un rapport aussi quand même assez olfactif, enfin, assez sensuel et physique justement avec cette plante-là, qui est moi une plante que j'aime beaucoup aussi. Ces expériences marquantes, c'est plutôt des choses qui vont se retrouver à des moments un peu redondants. Donc comme cette présence de la rose qui peut revenir à la fois de manière symbolique, mais aussi qui peut revenir moi dans certaines rencontres que je vais avoir plutôt sensorielles, quoi. Je travaille beaucoup avec l'olfactif ou avec simplement ce qui me
donne de la joie, on va dire de manière générale. Et j'aime bien me dire ça parce que je trouve que c'est assez organique, c'est assez intuitif, quoi. C'est très génératif comme projet parce que c'est quelque chose qui va plutôt grandir d'une expérience que je vais vivre vraiment avec les sens. Et là, je vais me dire, bah, peut-être que ça aussi c'est relié à autre chose. Et la plupart du temps, c'est le cas. Et par rapport justement à ton rapport au vivant, Mhm. avec tes expériences de vie et aussi avec le contexte dans lequel on est actuellement, est-ce que tu trouves qu'il a évolué? Alors ça, c'est une question qui est super intéressante, même pour moi, parce que je me la pose assez souvent. J'ai à la base, moi, grandi on va dire plutôt en milieu de campagne, entre guillemets, dans une petite ville, et j'ai fait des études pour devenir garde forestière. Parce que c'est ce que je voulais faire à la base. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais faire, mais en tout cas, en moi, il y a toujours eu ce rapport assez concret, on va dire surtout au végétal et aussi au monde animal. Avec le temps, je suis partie faire des études d'art dans des grandes villes. Et maintenant, j'habite quand même dans une grande ville, donc il y a eu vraiment un questionnement de ma part sur comment on arrive quand même à se connecter à ce vivant-là. Et c'est beaucoup passé par le domaine du petit ou du macroscopique et vraiment à instaurer de la poésie et de la magie dans vraiment ce qu'on peut voir au quotidien. Et c'est aussi une vision que je trouve très intéressante parce que il y a cette idée aussi que souvent, j'en discutais avec une amie qui est kinésiologue, qui pousse autour de nous et là pour nous aider. Ok. Donc il y a cette idée aussi de peut-être vraiment considérer son environnement et je veux surtout insister sur le fait que ça doit être des choses qui sont vraiment autour de nous mais pas de manière très complexe. Certains lichens sur les arbres ou des choses comme ça qui moi en tout cas m'intéressent beaucoup. Mhm. Je trouve que c'est aussi une démarche qui est quand même assez importante dans le sens où la plupart du temps, et c'est aussi là-dessus qu'était basé mon diplôme d'NSEP, on incite les gens à se connecter à la nature, mais ça veut rien dire et c'est hyper élitiste. Et moi, ça me gonfle beaucoup. Dans quel sens tu trouves que ça veut... Enfin, pour toi, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire de la part des gens qui prononcent ces phrases-là? Alors moi, quand je l'entends dans certains contextes, c'est par exemple des podcasts bien-être qui vont nous dire ça ou des choses de développement personnel et c'est très bien. Hein. Moi, j'aimerais aussi faire une retraite spirituelle en Lozère, quoi, je ne sais quoi. Mais techniquement, moi, je suis travailleuse de l'art, donc ça veut dire que pour le moment, en tout cas, dans ma situation, ça c'est précaire. Parler de ce genre de choses, c'est pas des vraies solutions. Et moi, ce que j'aime, c'est essayer d'envisager justement ma pratique comme une vraie solution. Okay. Donc justement, en essayant de plutôt passer par les sens, quelque chose qui est encore une fois pas descendant. C'est pas des savoirs à transmettre, c'est juste des expériences à proposer aux gens en rapport avec des choses qui sont autour des lieux, quoi. Juste observer de l'herbe, ça peut être super intéressant aussi si on a les bonnes indications sur comment ça peut être chouette aussi. Mais du coup, je trouve ça super intéressant, ton approche plus douce quand même et plus légère. Pas justement une grosse retraite où c'est intense pendant une semaine, mais c'est par petites doses quotidiennes, quoi. C'est ce rapport quotidien-là aussi qui est intéressant parce que c'est vrai que dans nos quotidiens, on est aussi toujours très pressé, on n'a pas le temps de regarder un peu les signes ou les choses que nous envoie la vie. Après ça, moi, c'est une manière plutôt spirituelle de voir ça. J'ai par exemple dans mon téléphone une collection de fruits ou de plantes qui sont par terre. Des fois, par exemple, je sais pas, un abricot qui s'est fait écraser ou des choses comme ça, parce que je trouve que ça crée vraiment un contraste qui est intéressant entre cet élément qui est quand même, si on considère d'un point de vue sensoriel, très intéressant, et puis une grande étendue dure et froide qui est justement tout ce qui entoure nos villes, quoi, vraiment du béton, du goudron. J'aime bien les choses, les petites choses vivantes sur les grandes étendues mortes. Je trouve que ça crée un contraste assez saisissant. Et puis c'est aussi une poésie du quotidien qui est un peu rigolote. J'ai pas des feuilles d'épinards par terre parce que le type il a sans doute fait tomber son sachet craft et mince. Il a gaspillé 2 euros d'épinards. J'ai une habitude depuis des années, c'est de prendre en photo alors soit les mousses et les lichens qui poussent sur le mobilier urbain, soit les petites plantes qui viennent pousser dans les fissures du bitume. Je trouve ça assez drôle que tu prennes des photos un peu similaires. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et puis ouais, souvent c'est assez coloré et puis il y a un rapport aussi
à ce qu'on voit pas à l'intérieur, souvent, parce que souvent c'est des éléments qui sont écrasés. Donc il y a un peu cette idée de dissection ordinaire qui aurait pu se faire un peu par mégarde et qui parfois donne des formes qui sont assez belles. J'ai un petit kink sur les affiches pédagogiques des années 50. Donc où il y a des sections, enfin il y a des coupes de fleurs ou de fruits, je trouve que c'est absolument super beau. Et puis ça raconte aussi une manière de parler de ces choses-là. J'ai fait aussi des études de conservation-restauration d'art. Ouais, j'avais vu ça, c'est assez fou. C'est super intéressant comme domaine. C'était une spécialité art contemporain et objets dits ethno. Ok. Il y avait d'autres étudiants qui avaient fini leurs études qui parfois nous parlaient de leurs projets et il y avait un projet sur des figures justement de plantes en papier mâché géantes d'une étudiante qui les avait restaurées et nous avait montré des photos et je m'en souviens encore tellement je trouvais ça beau parce que ça raconte comment on étudie justement ces formes-là qui sont vivantes et qui sont organiques et comment nous on les fige. Et la manière dont on les fige, c'est vraiment très intéressant parce qu'on fige pas que ces figures-là, on fige aussi tout ce qu'il y a autour. Et donc c'est quand même une vision qui est très patriarcale, qui est très consumériste. C'est aussi intéressant de voir par exemple certaines études qui vont parler du réchauffement climatique, qui vont nous parler de plein de choses qui nous concernent de très près, qui nous concernent directement, mais qui passent uniquement par des chiffres ou des données qui sont froides. Et en effet, je dis pas qu'il faut faire de la désinformation, mais je dis peut-être que parfois on a du mal à se saisir de ces concepts-là, non pas parce que c'est des choses qui sont au-dessus de nous ou qui nous dépassent, mais tout simplement parce que justement, des fois on le vit pas. Et peut-être qu'il y a aussi un pont à construire entre ce qu'on pourrait vivre et comment on pourrait se connecter au monde du vivant et les effets qu'on est en train de produire dessus, quoi. Est-ce que pour toi, c'est par l'approche scientifique de la compréhension de ce qu'on inclut dans le mot nature, ça met une sorte de barrière ou de froideur? Alors, je pense pas que ce soit vraiment l'approche scientifique qui soit un frein. Au contraire, d'ailleurs, moi, c'est toujours un grand plaisir d'apprendre des choses sur le vivant de manière scientifique ou alors de dialoguer aussi avec des personnes qui sont dans ce domaine-là. J'aime beaucoup créer mes projets aussi en partant de collaborations ou en partant en tout cas de sujets qui sont pas forcément les miens à la base. Mais il y a quelque chose qui manque justement parce que j'ai l'impression tendance à beaucoup avoir cette approche scientifique, une approche aussi productiviste, mais on n'a pas l'approche plus intime qu'on pouvait peut-être avoir avant. Je sais pas, j'ai pas vécu au XVIIe siècle par exemple, mais il y a quelque chose qui manque et justement c'est peut-être cette chose-là moi qui me titille et qui me donne envie de me dire tiens peut-être que aussi c'est un certain point de vue qu'on pourrait avoir qui ne serait pas forcément informationnel mais qui serait peut-être une information très différente de celle qu'on peut avoir autour de nous actuellement. Donc une approche peut-être un peu plus holistique Oui, que commune et partagée. je pense qu'il faudrait peut-être, sachant que j'ai absolument pas les réponses, hein, mais oui, peut-être permettre des moments ou en tout cas des lieux d'échange ou de partage qui soient peut-être aussi avec des informations scientifiques. Important aussi de pas complètement déconnecter ce monde-là parce que c'est pas le but, mais peut-être aussi avec une approche qui permettrait justement d'inclure d'autres perceptions et d'inclure aussi d'autres manières de penser parce que il y a aussi le fait que souvent beaucoup de gens se sentent pas légitimes aussi de lire des études scientifiques ou même moi pour ma part c'est pas quelque chose que je fais de manière récurrente mais peut-être aussi passer par un autre type d'approche, justement, comme tu disais, ça permettrait peut-être d'amener aussi à réagir à certains sujets ou à ouvrir des sujets de discussion qui pour le moment sont trop fermés parce que, mine de rien, l'approche scientifique, c'est quand même une approche qui est un peu descendante. Dans quel sens? Dans le sens où il y a une information qui est produite et nous on peut la lire mais il n'y a pas d'échange vraiment qui est produit. Donc je me dis que peut-être aussi permettre d'apporter un peu de tout simplement d'expertise aux gens en leur permettant de valoriser aussi leur sens. Ça permet aussi de pas forcément avoir une approche qui est descendante mais une approche qui est plutôt dans la discussion. Ok. Selon toi, les systèmes de pensée justement patriarcales comme la science ou la religion, comment est-ce qu'elles influencent notre façon de penser et notre réflexe à classer un peu les choses? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais moi, je saurais pas quoi répondre à ce genre de questions. Oui, c'est une grande question concept. Ouais, de fou. Mais en partant de quelque chose de très simple, quand il y avait d'autres religions que la religion catholique en France auparavant, enfin, il y en a plein d'autres actuellement, mais en tout cas, par exemple, à l'époque médiévale, c'est celle qui arrivait en masse.
Et il y avait des cultes qui étaient dédiés aux arbres et à plein d'autres entités naturelles qui ont été effacées pour éviter justement que ces cultes-là perdurent. Pendant le fait qu'on essayait en gros de remplacer toutes les autres religions, donc d'effacer certaines approches, certains liens avec le vivant qui étaient vraiment très connectés au corps, qui étaient aussi non essentialisants. Parce que moi, ce qui me dérange dans certains aspects qu'on peut avoir de la nature aujourd'hui et de notre corps à le faire vivre avec la nature, ça peut être très essentialisant. La femme avec un grand F et l'homme avec un grand H, ça, dans le monde du vivant, ça n'existe pas vraiment. C'est quelque chose qui est beaucoup repris quand on est dans des domaines un peu de santé ou dans des domaines... Enfin, quand je parle de santé, j'entends plutôt des domaines de santé naturelle, de bien-être ou de choses comme ça. Il y a beaucoup de pratiques qui étaient un peu moins binaires, qui étaient aussi beaucoup plus complexes et beaucoup plus fluides, qui existaient avant, comme par exemple ce culte aux arbres qui était remplacé ensuite avec la religion chrétienne par des cultes à la Vierge Marie. On disait, bah voilà, cet arbre a été consacré par la Vierge, maintenant, au lieu de rendre un culte à l'entité ou à cet arbre en lui-même, on va rendre un culte à la Vierge Marie à l'endroit de cet arbre. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ont évolué et qui ont balayé, qui ont mis dans un placard plein de concepts qui étaient très beaux et qui étaient des manières de se connecter au vivant qui étaient très chouettes. Ça a fait que, par exemple, si on regarde sur Internet la signification de certaines plantes, eh ben ça sort souvent des choses un peu étranges comme la signification religieuse, mais religieuse de quoi? Bah, souvent c'est chrétien. Il y a aussi la signification avec les prénoms ou des choses, mais qui ne sont pas vraiment reliées à ce que nous, on pouvait avoir avant avec ces plantes-là. Et historiquement, c'est dommage parce qu'on perd beaucoup d'informations comme ça qui nous permettraient peut-être au quotidien de faire des choses chouettes, quoi. Ok. Du coup, est-ce que ça voudrait dire, enfin, selon toi, c'est un petit peu par la domination justement d'un savoir, par exemple religieux et dans ce cas-là chrétien, qu'on a exclu petit à petit, qu'ont été exclus petit à petit d'autres types de savoirs, d'autres perceptions, et donc les biais naissent de ça en fait. On est biaisé parce qu'on a eu que cet apport-là en termes de connaissances et d'appréhension du monde, quoi. Oui, c'est ça, c'est cette vérité. Et puis autour, il y a rien, il y a un grand vide complètement sec. Sauf qu'on sait que dans la nature, ça n'existe pas, le vide, et qu'il y a toujours des choses qui vont pousser autour. Et là, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que maintenant, c'est plus du tout le cas. Il y a plein de choses qui poussent autour, et ça, c'est vraiment trop, trop bien. Oui, il y a, de manière assez mainstream, une vérité qui serait censée être celle-ci, et pas d'autre, quoi. Qu'est-ce qui joue dans ton travail comme rôle? Ces systèmes de pensée-là? Est-ce que ça nourrit une critique en toi? Est-ce que ça crée une tension? Ou même est-ce que ça te donne simplement envie de proposer une autre vision des choses et des savoirs? Oui, c'est beaucoup de réappropriation de mon propre point de vue. Enfin, il y a cette manière aussi que j'ai moi avec ma propre perception de voir ces choses-là. Et puis il y a le fait que aussi il y a beaucoup de visions beaucoup plus fluides, un petit peu plus. Enfin, c'est une pratique qui est un peu queer informée, quoi. Dans le sens où ça me fait vite chier les trucs assez binaires, les trucs qui vont passer par des grandes vérités qui sont finalement très très anciennes et pas très questionnées. J'aime bien essayer plutôt par des changements de forme physique ou de la poésie aussi beaucoup, de lier justement tous ces contextes-là d'informations qui sont très descendants. En les mélangeant, ça crée comme ça une sorte de confusion qui provoque une forme qui est générative et qui peut nous aider à nous poser la question, est-ce que c'est les seules formes qui existent? Est-ce que c'est les seules manières de représenter ou est-ce que moi, en tant que personne, j'aurais aussi peut-être une manière de penser ou de représenter ces entités-là, quoi. La question suivante, on en a parlé en début. J'avais écrit, aujourd'hui on parle pas mal du besoin de se reconnecter avec le vivant. En fait, on y a répondu parce que je te demandais, est-ce que c'est une motivation de ta pratique? Est-ce que c'est ta manière d'être au monde ou encore est-ce que c'est ce que tu souhaites transmettre au public? Donc c'est plus ou moins le cas, mais d'une autre manière que celle qu'on entend en général. Je pourrais peut-être ajouter à ce sujet que on l'avait évoqué un peu brièvement avant l'interview, c'est que je passe aussi en ce moment beaucoup de temps sur certains réseaux sociaux. Et je vois passer beaucoup d'informations sur certaines plantes ou sur certains animaux qui m'intriguent beaucoup. Donc j'enregistre beaucoup de ces vidéos et ça crée des sortes de bibliothèques comme ça qui sont garnies de plantes d'espèces plus ou moins rares ou non, de simplement des écureuils qui font des roulades. Mais d'ailleurs j'ai appris, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo d'une maman écureuil qui enroule son bébé pour le transporter.
Et je trouve ça extrêmement mignon, mais je trouve qu'il y a aussi une sorte de praticabilité qui est super intéressante et qui me questionne pas mal sur d'autres choses. C'est aussi une perception de peut-être que certains réseaux sociaux ou certaines choses sur Internet vont quand même nourrir mon lien avec le vivant, même si du coup ils passent par le virtuel. Ouais. Parce que c'est aussi quelque chose que voilà, j'ai envie d'intégrer dans ma pratique, sachant que ça fait partie de mon quotidien. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partir d'une pratique quotidienne pour ensuite en faire des pièces et non pas essayer de trouver des concepts un peu loin finalement des gens ou de moi. Donc il y a cette idée aussi que Internet, ça a une part aussi maintenant un petit peu plus organique dans la manière que j'ai de percevoir les vivants, et ça peut être aussi une manière de me connecter parfois. Ok, je vois mieux. Comment est-ce que tu arrives à, donc de cette envie-là, de cette motivation et de cette réflexion, comment tu t'y prends pour inclure ça dans ton travail, dans une pièce ou dans une installation? Ouais. Eh ben, tout simplement, j'enregistre ces informations. Donc ça, c'est des informations textuelles, donc je vais les noter. Ou alors ça va être des vidéos et je vais les laisser décanter pendant quelques temps. Et souvent, elles vont revenir de manière un peu mélangée. Parce que j'ai aussi une très mauvaise mémoire. Donc c'est bien, souvent les informations vont se mélanger déjà entre elles. Et donc je vais les reprendre, je vais voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors ce qui m'intéresse un peu plus, c'est ce que j'ai laissé. Toutes ces informations, disons que c'est un peu comme des feuilles qui tomberaient dans une forêt et qui, en s'empilant, créeraient quelque chose d'assez riche, le humus. Et non pas le houmous. Mais donc, ça crée comme ça une sorte de terreau fertile qui, lié à des textures, crée une combinaison qui me donne envie de faire des pièces. Donc souvent, ça va être quelque chose que je vais visuellement très vite cerner. Donc je vais dessiner la pièce puis je vais la réaliser. Par rapport à notre discussion, quand on essayait de trouver justement quel sujet tu aurais bien aimé aborder, donc on s'était arrêté sur ton rapport au vivant, mais tu m'avais parlé d'une branche de tes recherches actuelles justement particulière qui est ton rapport au vivant depuis que tu habites en ville. Verbaliser ça, c'est que tu as remarqué une différence entre ton rapport au vivant avant et maintenant depuis que tu habites en ville. Et ben là, comme tu l'as évoqué, tu me parlais aussi de ton rapport au vivant au travers du numérique. Oui, alors je pense que c'est une question de taille, principalement. Ok. Ça va sembler éloigné du sujet, mais pas du tout, on va y revenir. Je sais plus quel ophtalmo m'a dit ça aussi, je l'ai complètement inventé, mais on m'a dit que c'était bien parfois de regarder très très loin pour faire travailler ses yeux. Et en fait, moi en ville, je regarde pas très très loin parce qu'il y a jamais de très très loin. Donc je regarde très très près. Et quand on regarde très très près, on se rend compte qu'il y a des formes. C'est pas un concept nouveau, hein. Les gens qui s'intéressent à la représentation du vivant trouvent souvent que les vues macroscopiques, c'est super passionnant. Et c'est vrai que j'ai un microscope qui est lié à mon ordinateur. Ah, trop stylé. Oui, c'est génial. Avec lequel je peux filmer plein de choses. Et donc ça crée aussi des nouvelles manières de voir ces choses-là. Il y a quelque temps, récupérer une plante dans une poubelle. En la plantant dans un terrarium, bah, elle a fait sa vie, et la terre que j'avais récupérée aussi a fait aussi sa vie, et donc il y a plein d'insectes à l'intérieur de ce terrarium. Et vu que les parois sont en verre, il me suffit tout simplement de coller ce petit microscope pour voir la vie qu'il y a à l'intérieur. C'est un rapport assez simple, mais c'est vrai que on se rend pas compte quand on voit des insectes qu'ils ont vraiment des manières de vivre, ou tout simplement d'être super swag, qui sont hyper particulières. Enfin voilà, il y a des détails qu'on omet tout simplement parce que déjà on n'y prête pas attention, on n'a pas le temps, mais si on s'attarde un peu sur certains détails qui sont autour de nous, c'est vraiment hyper beau, je trouve. Et justement, mon diplôme aux Beaux-Arts de Bordeaux était un peu là-dessus, c'était au jardin botanique qui est rive droite. Il y a des manières de représenter certains endroits qui sont en dehors de Bordeaux, donc il y avait une partie littorale, enfin je vais pas dire trop de bêtises parce que je me souviens plus exactement, mais en gros c'était des sortes de mottes de terre surélevées qui représentaient des strates de sol sur lesquelles il y avait donc les végétaux qui étaient généralement dans ces zones-là. Et c'était une représentation qui était extrêmement particulière et extrêmement artificielle, avec des panneaux par exemple qu'on n'arrivait pas à lire parce que en fait le soleil avait décoloré les écritures, des choses comme ça. Donc il y avait quelquefois dans cet endroit des non-sens qui étaient tellement riches qui m'ont donné envie de faire une performance dessus, où justement j'invitais le public à justement se connecter avec la nature avec un grand N, alors qu'on est entouré de bâtiments et qu'on entend les voitures à 30 mètres. Donc il y a aussi ce rapport, est-ce qu'on arrive à faire des bulles sur un certain endroit, est-ce qu'on arrive à se focaliser sur une petite chose? Et c'est plutôt ça maintenant mon rapport à la nature de citadin. Si je comprends bien, et tu peux pas en être entouré,
T'essaies de délimiter une zone dans laquelle tu peux un petit peu recréer cette ambiance. Si je peux ajouter quelque chose, il y a donc ce rapport d'échelle. Finalement, si je peux pas en être entourée, peut-être que moi, je peux entourer cette chose-là. Oh, ok, Voilà. je vois. Voilà, il y a cette idée de si peut-être que mon environnement va pas être que des arbres, peut-être que moi, je peux me rapprocher. Donc là, ça concerne pas forcément que la vue, mais par exemple, si on se rapproche de certains, certains éléments végétaux, on peut aussi sentir beaucoup de choses. Quand je préparais du coup ce diplôme-là, j'ai eu pas mal de regards surpris des gens parce que je mettais littéralement ma tête dans les fleurs de glycine. Ok. Et franchement, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde si on aime l'odeur, parce que vraiment être entouré de fleurs avec des abeilles autour, bon, faut faire gaffe, mais elles sont gentilles. C'est vraiment et ben c'est comme si on était entouré de forêt, quoi. Il y a cette idée de voilà, peut-être que sensoriellement, peut-être qu'on n'a pas accès à quelque chose qui pourrait nous entourer. Mais justement, moi, comment je fais pour m'entourer? Tu deviens l'environnement. Voilà, c'est ça. Et puis il y a cette vision aussi extrêmement fluide qui est là plutôt à développer dans ce rapport que j'ai et ce travail assez soutenu sur la notion de l'eau. Mais c'est Astrida Nemeis qui parle de ça et qui parle que en fait notre corps est eau qui va aller ailleurs et cette eau qui est ailleurs redeviendra une partie de notre corps. Donc il y a quand même un lien assez fluide et assez constant avec tout ce qui nous entoure. Et j'aime bien quand même envisager qu'il n'y a pas que des matières qui sont mortes, qui sont synthétiques autour de nous, comme le plastique ou le béton, mais qu'il y a aussi d'autres choses qui sont peut-être des petites choses, comme tu parlais justement de ces plantes qui sont dans les craquelures de trottoirs, qui ont plein de trucs à nous raconter. Il y a un petit peu une notion de faire monde en étant dans ce monde-là, quoi. Chaque élément en mode avatar, mais que beaucoup de choses qui se trouvent autour de nous, on est aussi autour d'elles. Peut-être que nous on les perçoit, mais peut-être qu'elles nous perçoivent aussi. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai pas du tout la réponse de comment elles nous perçoivent, mais... Tu sais, il y a eu pas mal de bruit ces dernières années. Ça, je l'avais appris ouais, par Instagram ou par TikTok, tu vois, où on a commencé à découvrir que les plantes se parlaient entre elles. Oui. Aussi, je sais pas si t'as vu ce documentaire Netflix où on a découvert une nouvelle longueur d'onde visuelle et du coup que les plantes comme les insectes, les animaux ont d'autres couleurs et d'autres patterns qui font que il y a une sorte de dialogue justement auquel on n'avait pas accès avant, Ouais. quoi. Je trouve ça complètement fou. Est-ce que tu sens un changement dans ta pratique depuis que justement tu as un rapport au vivant depuis la ville et depuis le numérique? Oui, parce que de plus en plus, c'est des curiosités qui vont naître d'un rapport qui est un petit peu plus distant, qui peut-être passera parfois moins par les sens et que je vais revalider justement en ayant une expérience. Pour être un petit peu plus clair, parfois je vais voir des vidéos sur Instagram qui parlent d'une information sur une plante et je vais me dire wow, ça c'est super intéressant, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me parler de manière sensorielle et finalement je me rends compte que oui, alors que auparavant c'était plus voilà en fait je rencontrais une plante que je trouvais soit très douce ou très bien entourée ou très très belle et là en fait je m'intéressais plutôt à ce que c'était, donc parfois c'est plus informatif puis sensoriel alors que auparavant c'était plus sensoriel puis après informatif. Ça nourrit justement tout ton rapport au vivant, cette nouvelle approche-là, de faire un peu à contresens. Mais est-ce que parfois tu essaies de provoquer ça ou est-ce que tu as déjà essayé de retourner à cette ancienne approche pour voir un peu comment ça a changé? Oui, bah, carrément, je fais quand même beaucoup d'enfuyades, d'escapades. Je pars mettre la tête dans de la mousse sur un arbre. Donc, je dirais que j'ai aussi une approche qui est toujours sur des temps longs. Donc, ça va être des informations que je vais garder dans un coin de ma tête. Et puis, quand elles seront liées à un moment donné, parfois j'ai des pièces qui mettent des années à sortir, seront liées à une expérience sensorielle bien particulière. Là, ça va faire le déclenchement dans ma tête. Par exemple, il y a une pièce que je suis en train de réaliser qui parle des violettes. J'aime énormément cette plante-là, déjà parce que c'est un symbole saphique qui est historiquement assez intéressant. Un symbole quoi? Saphique. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était période d'Iam, les femmes, pour se déclarer leur amour, s'offraient des bouquets de violettes. Oh, trop chou. Ouais. Ok. Saphique, ça vient de Sappho, qui était une poétesse grecque qui aimait les femmes. Il y a ce petit symbole-là que, historiquement, je trouve assez beau. Mais il y a surtout le fait que mes parents qui habitent dans le Jura ont une maison qui est entourée de violettes et on a des violettes blanches. Et c'est très joli, mais ça sent un tout petit peu différemment que les violettes violettes. Et donc selon la couleur de la violette, qui est du coup pas que violette, il y a des très très légères nuances d'odeurs qui m'ont intéressée. En discutant avec quelqu'un récemment, cette personne m'a dit que il semblerait que la violette a un système chimique qui se met en place pour que plus on la sente, moins on la sente. Moins on puisse en déceler l'odeur. Ok. C'est quelque chose que je trouve intéressant, que ce soit
finalement vraies ou non, parce que il y a cette idée qui me plaît beaucoup, que certains animaux ont des systèmes de défense qui se sont donc mis en place au fil des siècles et des évolutions, que j'aime bien et que j'ai envie d'explorer. Peut-être nous, on peut en apprendre un peu plus là-dessus, quoi. Justement, quand tu glanes, tu vois ces informations sur les réseaux ou autres, ou quand X personnes te parlent de ça, est-ce que pour toi, il y a une importance à ce que ça soit des faits avérés, ou est-ce que tant que ça t'intéresse, bah, tu prends quoi? Je pense que j'ai jamais eu la volonté, en tout cas, de partir du fait que ce que je raconte est vrai, déjà. Et la licence poétique a vraiment une place assez importante dans mon travail. Donc, j'ai pas de souci à utiliser une information que je saurais fausse. Mais pour autant, ça va être une mise en scène de cette information qui va pas laisser forcément de doute là-dessus. J'ai pas forcément envie de rejouer des mises en situation établies de manière scientifique, mais par contre, les codes de représentation scientifique m'intéressent beaucoup. Ok. Voilà. C'était notamment donc, dans cette performance au Jardin botanique. J'ai raconté un paquet de trucs sur ces strates de terre qui étaient visibles, mais qui étaient complètement fausses. Mais dans le contexte qui était pris, c'était aussi une manière donc d'amener dans cette performance des éléments qui, moi, m'importaient. Je crois que je l'ai lu dans ton texte de portfolio, où, si je me souviens bien, tu parles du fait de justement croiser tous ces systèmes de savoir. Donc en fait, même ton process artistique, c'est l'application de ça. Surtout que si par savoir on entend aussi les connaissances sensorielles et sensibles, bah, en fait tout est vrai parce que c'est une question de... Exactement. C'est la perception qui, je pense, est vraiment une grosse partie de mon travail. Et quand j'étais enfant, j'avais une peur bleue, mais vraiment, j'avais très peur de mentir. Donc, je crois que ça a été pendant un mois ou deux, je disais tout le temps je crois à la fin de mes phrases pour être sûre que même si c'était ma perception, ça restait quand même vrai. Cette chose du vrai et du faux, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est très fin aussi comme concept. Rien n'est jamais que vrai. Enfin, cette grande notion du vivant dont on a parlé, et on va ensuite parler un petit peu plus de perception, mais ton rapport au vivant, c'est de trouver justement entre l'unique vérité qui nous a été imposée et toutes les choses qui peuvent se passer autour. Comment est-ce que ça transparaît dans ton travail? Est-ce que c'est par l'utilisation de matières spécifiques ou, comme tu parlais un petit peu plus tôt, de symboles auxquels tu fais directement référence? Ou est-ce que ça peut être aussi, tu vois, des choix scénographiques? Comment est-ce qu'à un moment donné, ça se retrouve dans une salle d'exposition ou accroché au mur ou Alors, je dirais que déjà, il faut partir du principe que mes pièces, elles sont jamais toutes seules. Elles sont toujours connectées les unes aux autres, des fois de manière très évidente et des fois de manière un peu plus souterraine. Donc, c'est un réseau qui se crée petit à petit de symboles. Moi, je passe vraiment beaucoup par le symbole, soit par sa réappropriation, ce qui était intéressant dans une des pièces que j'ai exposées dernièrement, c'était cette figure de l'orchidée, qui est pour moi une fleur assez particulière, parce qu'on la retrouve dans tous les supermarchés, dans un sachet plastique. Des fois, elle est bleue parce qu'en fait, on a mis des colorants dedans. Et c'est une fleur qui est aussi souvent sur des cuvettes de toilettes, dans cet esprit un peu zen. Mais c'est, il faut savoir, une des familles de plantes à fleurs les plus grandes du règne. Donc, cette sorte d'orchidée blanche, très ronde qu'on se représente, c'est vraiment une infime partie de toutes les espèces d'orchidées qui existent. Il faut savoir qu'en France métropolitaine, on a vraiment plein aussi et qui sont super incroyables. Donc, ce qui me plaît, pour essayer de rebondir sur ta question, c'est justement de faire un réseau de symboles comme ça que moi je me réapproprie et qui vont échanger les uns entre les autres, et donc avec ces sortes de grands concepts que j'essaie justement de me réapproprier et puis de fluidifier un petit peu plus, quoi. D'essayer de les décomposer, mais vraiment de manière presque organique. Donc essayer de les hybrider, ou essayer tout simplement de voir si, en les simplifiant aussi de plus en plus, non pas de manière à enlever des choses intéressantes de ces concepts, mais peut-être de manière aussi à pouvoir les expliquer plus facilement, peut-être que là, ça peut créer une nouvelle forme qui, là, serait mes pièces. Parce que j'aime bien aussi être en capacité de pouvoir expliquer mes pièces à tout le monde. Une autre partie de mon travail, mais pour moi, c'est très important que ce soit accessible. Ça peut jamais être accessible à tout le monde, parce que l'accessibilité, c'est aussi un grand concept, un grand mot qui n'est pas si facilement traitable. Mais en tout cas, l'idée, c'est que j'ai vraiment envie de faire des trucs qui sont pas élitistes dans des wide cubes. Et ça a joué un rôle dans ton intérêt pour ce qui est olfactif? Alors, le fait que, voilà, une expérience sensorielle, c'est toujours valide. Donc ça m'intéresse.
C'est aussi quelque chose que de manière générale beaucoup de personnes peuvent avoir, donc peu importe si on va se renseigner plus sur l'œuvre, en tout cas ça fait une expérience. Il y a aussi l'idée que vraiment j'envisage le monde et ma manière d'être au monde aussi par ces biais-là. Donc j'ai pas forcément de pièces qui vont être olfactives par exemple, mais en tout cas il y a souvent ce contexte sensoriel qui est très important. Si c'est pas l'olfactif, ça va être vraiment être le toucher, ou ça va être, par exemple, dans mes vidéos, des matières ou des représentations qui vont inviter à la sensorialité. Oui, parce qu'il y a plusieurs façons d'évoquer quelque chose de sensoriel et d'olfactif, sans forcément exploiter le sens En lui-même. Ouais. Mêler les savoirs artistiques, scientifiques, religieux, sensoriels, dont on a l'héritage, donc un peu le truc dont on parlait plus tôt, qu'il y a eu une sorte d'exclusion des autres types de savoirs et des autres approches. Tout ça en intégrant un rapport très sensible aux choses et aux vivants. Ça en revient du coup, comme on le disait, à ouvrir la perception à plusieurs mondes et ouvrir le monde à plusieurs perceptions. Je voulais savoir si c'est ce que tu tends à chercher dans ton travail. Est-ce que tu essaies de composer un nouveau monde en te basant sur tous les anciens? Tu vas faire une sorte d'hybridation de tout ça? Ou est-ce que tu as plus une approche d'analyser ceux qui existent et essayer de remettre en question justement ce qu'il y a dedans? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est ni l'un ni l'autre. Oh nice. Donc comme je te disais au début, j'ai commencé ma pratique artistique souvent en piquant des prospectus de la banque d'en face, qui était la Société Générale, je crois, et en découpant les images. Donc là, c'est toujours la même chose, en gros, c'est piquer plein de trucs partout et les hybrider. J'ai pas du tout envie de recréer quelque chose de nouveau, parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Mais par contre, j'ai envie de les inviter ou de les faire tomber amoureuses l'une de l'autre, ou de les faire se rencontrer pour voir ce que ça donne. Vraiment des expérimentations de ces choses qui peut-être se rencontreraient jamais dans une situation extérieure et qui là sont amenées à se rencontrer et du coup à se raconter. Là, j'ai cette vision un petit peu précise d'une mini pince de crabe qui s'appelle, je vais sans doute très égratigner le nom parce que il faut l'imaginer avec un vrai accent italien, mais le moaki. Donc c'est un petit crabe qui, dire qui pousse, qui naît au large de la lagune de Venise et qui est pêché à vraiment une certaine période de l'année, quand sa carapace est toute molle, et qui est consommable à cette période-là de l'année. Ce petit crabe, il y en a plein à Venise. Et j'y ai passé quelques mois parce que j'y travaillais pour la Biennale. C'est un contexte qui est quand même assez particulier, qui est hyper productiviste, beaucoup dans la consommation. Et j'avais vraiment envie de créer une pièce justement qui pourrait parler de ces petites choses dans ce grand contexte-là qui est assez étouffant, même s'il est très riche et très stimulant. Et donc j'ai créé une œuvre vidéo qui est projetée sur un classeur mural, plein de fiches plastiques transparentes, mais qui sont sur une structure rigide, donc qui tiennent droit. Et puis c'est un objet qu'on fixe au mur, et donc comme ça on peut tourner les pages. Voilà. Donc j'ai rempli ces pages d'un liquide qui faisait penser à de l'eau. Ah mais oui, je vois de quelle pièce tu parles. Donc j'ai mis cette petite pince de crabe là, mais elle fait, je sais pas, elle fait peut-être 0,5 mm. Mais pour moi c'est vraiment la clé centrale, le symbole central de ce projet-là. Parce que donc sur ce classeur mural est projeté donc des vues des Giardini de Venise, où j'ai pu faire des rencontres avec d'autres travailleuses du monde de l'art. Et il y avait cette présence assez importante de mauvaises conditions de travail, de quelque chose qui serait cyclique, mais non pas comme un cycle naturel, mais quelque chose qui serait un cycle déréglé. En fait, les biennales, c'est tout le temps, quoi. Donc il y a des cycles qui sont très très étranges et qui, du coup, ne fonctionnent pas avec les cycles naturels ou avec les cycles même des habitants qui habitent là-bas. C'était une manière aussi de mettre en rapport ces deux choses qui vivent dans un même environnement, un même écosystème, mais qui ne se rencontrent pas vraiment sur le plan organique. Ok, je vois. Si je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu m'en avais un petit peu parlé aussi par écrit, ton approche de l'ésotérisme, et ça, vu que si j'ai bien compris, ça fait partie de ta sphère de l'intime, enfin de ta vie en dehors de l'art. Je voulais avoir ton point de vue justement sur cet apport-là, de l'inclure, tu vois, dans ta pratique. Qu'est-ce que ça signifie ou quel symbole ça peut avoir? Alors, sur certaines pièces, ça va être vraiment pas du tout perceptible. Et sur d'autres, ça va être vraiment
le sujet principal, mais qui va être évoqué avec peut-être, je dirais, un peu de vulnérabilité, de distance pour le moment. Mais c'est plutôt une distance chaude, enfin c'est quelque chose que j'ai envie d'évoquer, mais j'ai pas envie que ce soit le sujet central, parce que ça fait partie de moi, comme par exemple le fait d'être queer fait partie de moi, donc c'est pas vraiment ma préoccupation. Mais le fait que je vois aussi beaucoup de signes dans la vie et beaucoup de moments ou d'événements comme quelque chose d'assez magique, et ben j'ai envie que ça ressorte dans mon travail. Ça peut passer aussi souvent par des changements de matière ou par certaines matières qui vont être pour moi beaucoup plus mises en avant et certaines mises en scène. C'est assez beau parce que c'est pas moi qui l'avais remarqué, mais il semblerait que dans une exposition que j'avais fait aux anciennes archives de Bordeaux, dans ces anciennes archives, l'hôtel Ragueneau, c'est un lieu qui est historiquement très riche. Et il y a la plus vieille glycine de Bordeaux là-bas. Et c'est une plante qui d'un point de vue symbolique et d'un point de vue des croyances, en tout cas en Asie, parce que la glycine vient de Chine, a vraiment une place quand même assez forte. Et l'idée, c'était de me dire, peut-être que moi, je peux regarder du coup quelle est la place de cette plante dans les croyances ésotériques plutôt européennes, parce que moi, je pars de ce que je connais. C'était intéressant parce que c'était drastiquement pas du tout les mêmes points de vue et pas du tout les mêmes manières de percevoir cette plante-là. En Europe, on la percevait plutôt comme une plante maléfique parce que tout ce qui est tordu est maléfique. Par exemple, quand on veut faire des bâtons, type, si on prend quelque chose d'un peu cliché, on va prendre le bâton de druide de je sais, Merlin l'Enchanteur. En fait, ça va être un truc tout droit. Parce que, en fait, si ça tourne, c'est plutôt une perception pas maléfique mais négative. Alors que justement, dans d'autres perceptions qui sont pas des perceptions européennes, justement, ça a un avantage. Cette forme, ce mouvement-là va raconter autre chose. Le fait maintenant de le montrer un petit peu plus ouvertement, ça va être par l'emploi de symboles ou par l'emploi justement de cette mise en scène. J'avais donc fait une pièce qui reprenait un peu les couleurs de cette glycine-là et qui était donc en face, si on omettait le fait qu'il y avait des murs entre entre cette pièce et donc la glycine. C'était pour moi aussi un espace de discussion autour de cette plante qui était là et qui était de manière assez surprenante, pas du tout, voire très très peu documentée, dans un endroit qui était les anciennes archives de Bordeaux, où il y a eu à un moment donné la Société Linnéenne. Donc c'est une société de botanique. Ok. Voilà. Donc il y avait aucune, enfin il y avait très peu de traces. De ça. Je suis allée aux actuelles archives du coup où ils ont replanté très symboliquement une glycine là-bas. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que c'est avec des graines de la vieille glycine. C'est trop chou. Ouais. Et c'était vraiment touchant parce que quand j'ai parlé de mon projet à la personne qui travaillait là-bas, elle m'a montré des photographies, mais qui n'étaient pas des photographies du fond public. Elle m'a montré des photographies, voilà, entre collègues de cette glycine-là, qui est vraiment quand même assez imposante. Et quand j'ai cherché, j'ai trouvé quelques photographies, mais qui n'étaient pas très claires, où il y avait justement des petites incohérences, où finalement une qualité de photo, où c'était le bâtiment qui était pris en photo, et puis il y avait la glycine en second contexte. Donc c'était pas le sujet à chaque fois des photos, je crois que j'ai dû en trouver 3 en tout et pour tout qui parlaient vraiment centralement de cette plante, dont une qui était assez touchante parce que c'était écrit la glycine sous la neige, et puis en fait on avait l'impression qu'elle était en fleurs. Donc ça a été une piste assez intéressante justement de partir de peut-être la perception qu'on avait eue pendant longtemps de cette glycine-là, qui au fur et à mesure, en prenant de l'âge et de l'importance et de la taille, a été considérée comme remarquable, mais qui passait un peu inaperçue avant. Ce lien avec cette pratique ésotérique, c'est que voilà, je me suis intéressée à la fois au côté historique de cette plante, mais aussi à la vision ésotérique, ou plutôt imperceptible, qu'on pouvait avoir d'elle aussi. C'est récent cet ajout de manière d'appréhender des pièces, ou est-ce que ça a toujours un petit peu été là, mais là c'est de plus en plus assumé vu que ça devient moins tabou dans le milieu de l'art contemporain? Je pense que oui, le fait d'avoir aussi vu d'autres personnes qui l'évoquaient un peu plus directement, ça m'a donné envie d'en parler également, mais comme aussi le fait d'avoir envie de parler un peu plus du queer, non pas comme un sujet, mais vraiment comme une manière pour moi d'être, et donc comme vraiment le fait que c'est mes pièces aussi, quoi. Oui. Voilà, de vraiment relier mes pièces à la manière de vivre que j'ai. Enfin, fondamentalement, les pièces que tu crées, c'est toi qui les crées. Donc, oui, c'est sûr. Il y a des, enfin, tu vois, il y a ouais. des morceaux de toi dedans. Mm. Donc, pour moi, ça paraît totalement logique, en fait, qu'on fasse des connexions entre les choses qu'on produit, comment elles sont produites, pensées et ressenties aussi. Parce que, ça part d'une personne qui ressent, perçoit et fait des choses
Si t'as pas de réponse, c'est complètement ok, hein, parce que même moi, Ok. tu vois, à un moment, j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit, Ouf, est-ce que je la pose ou pas? Imaginons, là, t'avais une quantité de ressources mises à disposition, de temps et de bonne volonté offertes sur un plateau. Comment est-ce que tu réinventerais notre rapport au vivant si tu le pouvais? Bon. Je pense que formuler différemment, c'est une question que je me suis déjà posée et qui passerait beaucoup par le fait de donner du temps aux gens et donc de leur donner de l'argent de manière assez concrète. Je vois pas comment c'est possible de changer notre rapport au vivant si on est toujours dans ce même système à la fois capitaliste, ça fait un peu genre Babylone, tout ça, mais en fait on n'a pas le temps. Auparavant, quand il y avait ces systèmes de travail qui étaient quand même assez liés à la terre, en fait les gens travaillaient pas tant que ça l'hiver. Il y avait vraiment une grosse période d'activité quand voilà il fallait faire les récoltes, des choses comme ça. En fait en hiver, bon les gens ils faisaient beaucoup moins de choses, alors que maintenant on fait toujours la même chose tout le temps. Aussi par rapport à ce fait de pouvoir se reconnecter à son corps pour pouvoir se connecter à ce qu'il y a autour. Si on peut pas se connecter à son corps, c'est impossible. Et voilà, de pouvoir avoir des temporalités différentes, pas être toujours en train de courir. Ce qui est central, c'est le temps. Aussi autoriser les gens à avoir un système de temps très différent. On peut évoquer aussi le fait que avec l'éclairage moderne, ben, en fait, on se couche de plus en plus tard. On est aussi, en tout cas quand on est entouré de lumière synthétique, par exemple, quand on a un utérus et des règles, et ben on est plus réglé sur la Lune, ce qui est normalement censé être le cas. C'est des rapports comme ça qui sont très liés au temps et qui sont liés aussi moi à ma manière de penser parce que j'ai des temps très longs pour avoir envie de faire certaines pièces, donc de vouloir aussi en parler ou de vouloir travailler certaines choses qui sont pas forcément en cohérence avec le fait de devoir tout le temps faire des expos ou des appels à projets, et puis tout simplement de devoir vivre aussi et de gagner de l'argent. Et je parle aussi d'une place qui est quand même hyper privilégiée, enfin c'est génial de pouvoir vivre de ce travail de l'art qui est moi ma passion. Je pense aussi beaucoup aux personnes qui ont des travails qui sont physiquement très durs, qui ont des horaires très compliqués. Là, ça peut passer que par se réapproprier un temps, et donc par changer tout un système hyper capitaliste, quoi. Quand tu regardes vers l'avenir, est-ce que tu imagines qu'on arriverait à trouver peut-être un rythme qui nous convient, ou est-ce que pour toi, tu penses qu'on part plus vers une catastrophe et quelque chose qui s'empire en fait plus le temps passe? Alors là, franchement, si on part du contexte actuel très récent, je pense que ça va pas dans le bon sens. Mais pour autant, je suis pas pessimiste. Mais j'ai vraiment, pour être honnête, aucune vue sur ce à quoi ça va ressembler. Et ça m'angoisse beaucoup d'ailleurs. Je pense aussi qu'une de mes volontés de parler de ces sujets en étant artiste, c'est aussi de parler à notre génération, aux générations qui arrivent, de choses qui seraient pas forcément trop dystopiques. Et justement de ce rapport-là quotidien au vivant pour que les ados ou les jeunes adultes qui peuvent croiser mon travail aient aussi un peu ce questionnement-là, parce que je travaillais ces 2 dernières années avec des collégiennes et des collégiens sur ce rapport-là, donc à travers différents projets. Et au début, j'ai beaucoup réadapté ma manière de leur parler de ça parce que je voyais que, en fait, ça ne fonctionnait pas. Comment ça? Ben, c'était des ados qui vivaient en ville et qui n'avaient pas du tout de rapport au vivant. Ok. On est passé par des exemples très concrets, je sais pas, d'artistes qui cueillaient des plantes autour de chez eux pour en faire des herbiers, des choses comme ça, pour leur montrer que non, on n'était pas obligé d'aller en forêt ou alors de chasser des papillons pour voilà avoir une expérience de ce monde-là. Et oui, je pense que là, il y a des reconfigurations très nettes qui sont en train de se faire de notre rapport et de notre perception du vivant, qui sont moi, mes intérêts et mes thématiques de travail, et qui peuvent peut-être nous aider à surmonter ça un petit peu, c'est-à-dire pas du tout prometteur, et cette grosse angoisse de l'avenir par rapport au réchauffement climatique, à la montée des océans, enfin des choses qui, moi, quand j'y pense, m'angoissent énormément. Donc je me dis, ok, je vais peut-être pas passer ma vie à être angoissée non plus et à angoisser les gens avec ces sujets qui sont plus qu'importants, mais peut-être que je vais le prendre différemment pour essayer d'apporter un autre angle justement à cette grande vérité. C'est marrant parce que moi, ces questions-là aussi font partie d'un des grands axes de ma pratique, tu vois, mais en fait, je l'accepte totalement la catastrophe et je regarde après, tu vois, ce qui pourrait se passer. Genre, je laisse tomber la crainte parce que dans tous les cas,
ça va arriver, quoi. Ouais. Et moi, perso, j'exclus l'humain, et puis j'imagine à quoi vont ressembler les cailloux, tu vois. Ouais, bah j'aime bien aussi cette approche-là. Après, c'est vrai que je suis pas du tout un être réaliste de manière générale dans ma vie. Donc je pense que ça passe aussi beaucoup par là et par cet imaginaire qui imagine beaucoup de choses tout le temps. Et je me dis bon bah oui, ça peut être ça aussi. Et oui, ok, ça fait peur, mais je vais plutôt regarder les choses qui me font un peu moins peur et peut-être qu'elles vont pouvoir justement combattre les choses qui font peur. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est ces insectes qui peuvent digérer le plastique ou des choses comme ça. Donc je les vois plutôt comme des alliés actuels que plutôt comme des êtres qui prendraient de l'importance dans le futur. Donc voilà, vraiment ce rapport de temporalité qui est vraiment présent. Ok, ouais, je vois. Ouais. Surtout, on s'imagine des scénarios de fou, tu vois. Et je trouve ça chouette que plutôt que de s'emballer et partir sur des temps bien éloignés, et du coup, c'est quand même assez compliqué d'imaginer ce qui pourrait vraiment se passer. Je trouve ça assez doux, le fait que tu te concentres ou que tu essaies de recentrer l'attention sur quelque chose de plus imminent, dans le sens où c'est un peu hier, aujourd'hui et demain, quoi, mais pas non plus dans 150 000 ans. Et ça apporte justement vachement cet aspect sensible et de reconnexion au vivant. Si tu as des références de documentation ou des événements ou quoi que ce soit en lien avec les notions qu'on a abordées, est-ce que tu serais OK pour les partager? Ah, j'étais pas du tout préparée à cette question. Non. J'ai surtout parlé de ces deux-là pour deux aspects assez différents. Alors on verra que le marque-page est très peu avancé dans ce livre, justement pour parler du fait que moi je suis plus une femme de podcast. Tout simplement parce que j'ai très peu de capacité d'attention concernant la lecture ou concernant des choses qui ne seraient pas du domaine du fantastique ou du roman. Donc c'est aussi important pour moi de dire que certaines informations passent beaucoup par l'audio ou par les discussions. En ça, c'est important quand même de parler de ce bouquin-là, Vinciane Després, qui est quand même assez connu pour parler du rapport au vivant et d'autres domaines de perception. Donc c'est une très bonne entrée en matière et elle a une manière très drôle de s'exprimer. C'est quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral. Donc c'est un grand plaisir de l'écouter parler de ses perceptions ou de certaines anecdotes. Et puis il y a cet ouvrage-là qui est plutôt un catalogue d'expos, mais pas vraiment à la fois, donc c'est en 3 langues différentes. C'est en grec, en arabe et puis en anglais. Et donc c'est des textes qui sont parus pour la biennale cette dernière biennale de Venise, pour le pavillon de Chypre. Et c'est des gens que je suis allée rencontrer parce que donc quand j'ai démarré mes résidences en tant qu'artiste, une des toutes premières, c'était à Chypre, et justement sur les enjeux communautaires liés à l'eau. C'était un rapport assez particulier parce que c'est une île qui est pas très grande et j'avais pas du tout envisagé quand j'y suis allée ce rapport aussi au sol comme une possibilité assez extractiviste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Chypre, il y a beaucoup de cuivre. Et donc c'est aussi des sols qui ont été assez fouillés et un atout, si je puis dire, ou alors Une sorte de malédiction. Une sorte de malédiction, exactement, du fait que en fait ça capte bien les signaux radio. Donc ça a été un emplacement très stratégique pour la colonisation anglaise, aussi parce que géographiquement c'est en plein milieu de cette mer, donc qui donne accès à d'autres endroits. Ce livre-là, donc avec des textes très engagés, c'est important aussi pour comprendre un petit peu l'enjeu un peu plus profond de ce pays, et aussi des artistes donc qui ont exposé à la Biennale et qui ont eu vraiment un positionnement très engagé que j'ai trouvé très très courageux, parce que c'est quand même une grosse opportunité de faire une exposition aussi grande en dehors de son pays, qui s'appelle A Wildflower Fields Revel Track of a Quiet Book Fair. Cet ouvrage-là, qui est un petit peu, je dirais, confidentiel, surtout en France, est chouette. Est-ce qu'il peut se trouver en ligne dans des librairies ou c'est un peu complexe de... Je pense qu'il peut se commander après dans des librairies, franchement je pense pas. Okay. Parce que c'est plutôt un catalogue d'expos. Mais en tout cas, je l'ai pris parce que c'est vraiment un livre qui est important pour moi. Donc il y a ces deux-là. Je dirais aussi, c'est pas du tout un livre, mais ça s'appelle Le Loto des odeurs. Et c'est un jeu de société. Ah mais oui, j'avais ça quand j'étais petite. Mais là, par exemple, je peux t'en donner deux. Donc moi, je l'utilise pas du tout comme... Enfin, si je l'utilise comme un jeu, mais pas trop, mais c'est surtout que je me trimballe souvent avec les petites odeurs. Donc... Ouais, je me rappelle de ces petites boîtes. Enfin, nous, on en avait, mais il en manquait peut-être la moitié, tu vois, dans la boîte. Et un quart de la moitié qui restait avait complètement perdu les odeurs parce que c'était resté ouvert. Et putain, ça me transporte dans le temps, quoi. Vraiment. Et tu te trimbales ça au quotidien? Ça dépend, mais oui, des fois, j'en prends dans ma poche.
Trop drôle. Voilà. Donc c'est aussi des sortes de petites références. C'est pas très littéraire, mais ça peut se trouver dans tous les King jouets du coup. Et ils produisent encore du coup ce jeu-là. Je te rejoins pas mal sur ce truc-là d'attention et de concentration. J'ai beaucoup de mal à lire. Et j'ai beaucoup plus de facilité avec les conférences et les podcasts, surtout les discussions. Donc est-ce que tu aurais des podcasts ou des conférences ou toute autre forme? Écouter des sessions où l'AE narratrice va nous emporter. Ma session préférée, qui est très ancienne et qui a aussi contribué beaucoup à l'écriture de mon mémoire aux Beaux-Arts, c'est une technique de détente où on imagine qu'on est un lac. C'est assez chouette parce que quand moi je j'imagine pas les gens comme des êtres de chair, plutôt comme des enveloppes avec du liquide à l'intérieur. Okay. Et des choses qui se développeraient dans ce liquide. C'est vraiment la vision que j'ai des gens. Et donc, selon les gens, il y a des choses différentes. Et c'est beau parce que du coup, il y a des ondes, des vibrations particulières qui vont se diffuser à travers l'eau, sachant que notre corps est composé de beaucoup d'eau. Il y a cette part d'eau en moi qui est un petit peu plus invitée à s'exprimer justement quand j'ai ces moments-là. Okay. Et aussi à se relier avec mes émotions, à savoir que c'est eau et que ces émotions, elles sont transitoires. Donc c'est ça que j'aime bien aussi me dire, c'est que voilà, tout ce côté fluide, il va peut-être aussi me dérigidifier parce que je suis Capricorne, je suis quelqu'un de très solide des fois, très droite, avec beaucoup d'objectifs, mais des fois c'est bien d'être aussi un petit peu plus fluide, de rentrer dans quelque chose d'un peu plus gentil. Pour les recommandations de podcasts, j'en donnerai un, peut-être deux. Alors, il y en a un qui est chouette dans tout ce qui est approche scientifique du vivant, qui s'appelle Mécanique du vivant. C'est des podcasts qui sont en plusieurs parties, mais qui sont sur un temps assez long. J'aime bien parce que du coup, on prend vraiment le temps de rentrer dans certains sujets et c'est très bien amené par la personne qui les réalise. Et il y en a un autre qui est soit... Il y en a des versions françaises ou il y a des versions anglaises, ça dépend des textes. Ça s'appelle Dyke Reader. Et donc, c'est des lectures de plein de choses qui ont... par exemple, le dernier, là, s'appelle... un appétit lesbien. Je pensais que c'était un essai théorique. Et non, c'est un roman un peu sexy sur le rapport à la nourriture d'une personne qui voilà, raconte ses amourettes aussi. Mais le fait est que voilà, c'est une chaîne qui apporte beaucoup d'autres points de vue et c'est assez diversifié. Il y a toujours un peu cette idée de, voilà, pas forcément que d'écologie, mais ce rapport peut-être au genre qui est un peu intéressant. C'est là-dessus, sur cette chaîne-là, que j'avais trouvé un extrait donc de Astrida Nemeis en anglais et en français. Donc c'était très chouette, en plus du texte que j'avais déjà lu. Si tu as des conseils à donner aux jeunes et parfois futures travailleuses de l'art, ce serait quoi? Prenez le temps de vous reposer, peut-être que ce vernissage où vous allez aller, il sera peut-être pas forcément si intéressant que ça. Si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer, vous, pour pas arriver à bout. Parce que pour produire des choses intéressantes, et quand je dis produire, je parle pas de mettre au monde des choses qui pourraient se vendre, mais en tout cas de réaliser quelque chose qui peut nous convenir, ou en tout cas nous rendre fiers ou nous apporter de la joie. Ben, il faut pouvoir aussi faire ses racines comme une plante qui ensuite va faire des fruits. Si on n'a pas de réserve, on peut rien amener au monde de conséquent. Tu dis ça en face d'une insomniaque, donc j'approuve. Ou les siestes, des petites siestes, oui, ou de la méditation. Exactement. Voilà. Enfin, en tout cas, prendre du temps pour soi. Ok. Et la dernière question, qu'est-ce que tu me suggères d'inviter ou quelle thématique ou notion tu m'invites à aborder pour de futurs épisodes? Il y a quelque chose que je trouve assez chouette, c'est le rapport au numérique. Donc ça, c'est un sujet qui est assez vaste. La manière qu'on a d'interagir les uns avec les autres. Je pense aux applis de rencontre, par exemple. C'est une thématique qui, j'ai l'impression, commence à être assez utilisée par de jeunes artistes. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai appris plein de trucs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans-Titre 404. Toutes les références et liens pour découvrir le travail d'Eva sont en description. Si vous avez des retours ou des suggestions, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur les réseaux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt.